bonjour. Merci d'être venus si nombreux, vous enfermer alors qu'il fait si beau dehors pour parler de choses lugubres en ce qui me concerne. Donc le thème de la conférence, c'est euthanasie des rentiers ou crime contre la postérité. Donc ces jours sont peut-être comptés, c'est un système absurde. Et comme tous les systèmes absurdes, eh bien, pour survivre et pour se maintenir, il faut de la coercition. Il y a plusieurs sortes de coercition qu'on peut envisager. Donc j'ai essayé de faire un tour d'horizon assez large, et puis on va atterrir, et puis on va essayer de voir comment on peut échapper à tout ça, et vous aurez des réponses dans la journée. De crise en crise, on va faire un petit peu un point sur ce qui s'est passé, pourquoi les politiques d'aujourd'hui sont inefficaces, et puis quelle monnaie est possible demain. Donc de crise en crise, j'aime bien remonter, alors je ne suis pas remonté à l'Empire romain, on aurait pu, à l'édit de Caracalla, mais bon, on a commencé avec les chocs pétroliers, 1971. C'est très très important de comprendre ça. Les déséquilibres mondiaux ont commencé avec les chocs pétroliers de 1971 et la fin de l'arrimage du dollar à l'or, fin des accords de Bretton Woods 1973. Pourquoi ? Parce que pour moi, pour les gens sensés, il n'y en a pas beaucoup, mais bon, l'économie, c'est on échange quelque chose contre autre chose. On échange de la marchandise contre du travail ou d'un service, c'est pareil, mais on échange toujours quelque chose contre quelque chose et on n'échange pas quelque chose contre rien. Ça, les enfants, en général, ils arrivent à comprendre qu'on n'échange pas quelque chose contre rien, il y a un problème. Et depuis 1971, on a mis en place une économie où on arrivait à échanger quelque chose contre rien. Du pétrole contre une promesse de payer un jour peut-être. Ça c'est pour les États-Unis. Pour nous, des marchandises et du pétrole contre une promesse de payer un jour peut-être. Donc vraiment, on est dans une pensée économique complètement délirante. Et ce qui masque tout ça, c'est que tout ce que vous lisez partout dans la presse, etc., toujours la monnaie est au centre du système. Mais la monnaie, elle n'est pas au centre du système. Au centre du système, il y a l'échange. Quelque chose contre quelque chose. Quelque chose contre rien, c'est du vol. Sauf si c'est l'État qui le fait, parce que bon, l'État, il a le pouvoir de faire la loi, donc c'est plus du vol. Mais bon. Et la monnaie, en fait, pour paraphraser Dumas, la monnaie, bon serviteur, mauvais maître. C'est-à-dire qu'il ne faut pas raisonner autour de la monnaie, il faut raisonner autour de l'échange. Donc on a eu les chocs pétroliers, la fin des accords de Bretton Woods, et là on arrive donc dans ce système économique où on échange des choses contre rien. La crise asiatique, long term capital management, 1998, la faillite de ce hedge fund. Alors, ça ne dit rien aux gens en France, en Europe. C'est quand même, juste pour resituer, un hedge fund qui fait faillite. À sa tête, il y a quoi ? 2 prix Nobel, 2, excusez du peu, en économie, qui prétendaient maîtriser les risques. Le truc, bon, s'est effondré, ça a été atroce. Ensuite, donc, il y a eu 2000, la bulle Internet, etc. Ça, on connaît, l'exubérance irrationnelle. On a eu 2008. La bulle du crédit subprime, l'effondrement donc, du marché des produits titrisés, on avance toujours. 2011, la crise de la dette en zone euro, donc l'effondrement des obligations souveraines des pays dits périphériques. On les laisse s'effondrer plus ou moins, et puis on va créer de la monnaie pour essayer de sortir de tout ça. Donc ça, c'est un bref rappel. Tout ce qu'on peut dire, c'est que depuis 1973, depuis qu'on s'est mis à échanger quelque chose contre rien, les crises se multiplient. Alors, de crise en crise, bon, voilà ce que ça donne. Là, j'ai rappelé le CAC 40 juste pour voir, puisque c'est quand même la valorisation des entreprises cotées. Bon, alors là, qui n'a pas vendu n'a pas perdu, bof, peut-être. Enfin, il ne fallait pas investir en 2000. Hein. Le Standard & Poor's 500 de 1990 à aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Alors vous voyez que les cours sont soufflés. Hein. C'est un peu comme la monnaie, en fait. C'est
la croissance des valorisations boursières est supérieure à la croissance de l'activité économique. Alors je précise rentable, parce qu'aujourd'hui la croissance, on mélange tout, on met la croissance du crédit, etc. Mais de la croissance de l'activité économique rentable. Donc en fait, aujourd'hui où en est-on? 6 ans après la crise, en fait, tout ce qui existait, qui a donné des choses embêtantes, existe toujours, sauf que c'est en plus gros. Donc on a plus de produits dérivés, on a plus d'expansion du crédit et d'effets de levier, on a un système bancaire qui est toujours hypertrophié. Petite parenthèse, alors ça, Charles Sana, il en parlera, il vous en parlera cet après-midi. On fait un truc grotesque, c'est-à-dire qu'on fait des stress tests sur les banques. Alors moi, je croyais qu'on avait embauché 1000 fonctionnaires pour ça. Charles me dit non, c'est pas 1000, c'est 6000. Alors, on n'a pas besoin de faire ça parce que les banques, elles ne se prêtent pas entre elles. Donc, c'est pas la peine de les... Ça prouve qu'elles sont stressées. Hein. Si vous ne prêtez pas à la copine, il y a quand même un petit stress dans le système. Donc, il y a quelque chose de toujours malade et problématique. Les taux d'intérêt négatifs, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les rares personnes qui ont de la trésorerie, il y en a, ça existe, se disent « Ouh là là, la laisser traîner dans une banque, c'est quand même horriblement dangereux. Je vais essayer, je vais me payer un coffre-fort. Hein. » Alors ils trouvent des gens, voilà, ils se disent le Bund allemand. Il y a quelqu'un ici dans la salle qui me disait « J'ai réussi, enfin mon établissement a réussi à lever des fonds à taux négatifs. » Voilà, ça veut dire, ceux qui ont beaucoup de trésorerie, ils la parquent ailleurs. Vous avez Airbus qui s'est acheté une licence bancaire. Airbus, ils ont beaucoup de trésorerie. Ils ont dû se dire, oh là 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 là, on n'a pas envie de laisser traîner ça dans des banques, hein, surtout Deutsche Bank, Commerzbank, tout ça. Donc, on va avoir notre licence bancaire, donc comme ça, notre trésorerie, on la met à la BCE et au moins on dort tranquille. Voilà. Donc voilà où nous en sommes. Donc 700 000 milliards de dollars de produits dérivés. Le PIB mondial, c'est 70 000 milliards de dollars. On en avait que 500 000 milliards en 2008. Donc youpi, on a progressé. Les leviers des grandes banques, de 25 à 30. Hein, c'est-à-dire que pour 1 euro de fonds propres, elles ont le droit de faire 30 euros de bêtises. Et puis pour résumer, si vous retirez 100 euros dans un DAB, vous les empêchez de faire 3000 euros de bêtises, c'est presque une BA. Et puis de mémoire, Lehman Brothers, donc, qui a fait faillite, opérait avec un levier de 30. Alors quand on dit produits dérivés produits dérivés, l'immense majorité des produits dérivés sont des produits dérivés de crédit. C'est-à-dire que si quelque chose se passe de pas bien dans les obligations, sur le marché obligataire, c'est tout ça qui va mal. Donc, de crise en crise, alors voilà, ça c'est génial aussi. La croissance économique baisse, hein, ça c'est le consensus, voilà. On en est à 2% dans le monde. Et puis, l'indice d'action mondiale monte. Donc, on a créé une bulle des actifs financiers. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs on dit actifs financiers. On devrait dire passifs financiers. Mais bon, ça c'est autre chose. Alors, de crise en crise, on va remonter dans le temps. Excusez-moi. Alors, quand on échange quelque chose contre quelque chose, et pas contre rien, on est plus riche si on arrive à produire plus de choses avec autant de moyens. Donc, quand la productivité augmente. Si la productivité augmente, je m'enrichis, tout le monde s'enrichit. La collectivité, dont la productivité augmente, s'enrichit. La productivité, ça aussi un enfant comprend, c'est soit plus de monde qui bosse, population jeune, soit autant de monde qui bosse mieux, parce qu'il y a des machines, on s'organise, et dans ces cas-là, c'est normal qu'il y ait de la croissance. Et là, ce qui interroge les économistes, certains économistes sérieux, pas trop ceux qui sont à l'Élysée, mais c'est que en fait, il y a eu un formidable bond de la productivité. Alors avant 1891, électroencéphalogramme plat, ou quasi. C'est-à-dire que la richesse mondiale augmentait au rythme de la population.
avec des trous, quand il y avait des guerres, des désastres, des tremblements de terre, des raz-de-marée, des catastrophes naturelles ou humaines, des grandes épidémies. Mais vous considérez que depuis la nuit des temps, depuis Cro-Magnon jusqu'à 1891, on était bon an, mal an, on frisait les 1%, à peine. Et puis en fait, tout d'un coup, alors, ils n'étaient pas plus bêtes que nous, hein. On va tout de suite cadrer, on n'est pas super brillant, il faut quand même penser qu'il y avait Aristote, Platon, Pythagore, enfin, il y a eu des gens brillants hein, dans le passé, Gutenberg, il y avait des innovations aussi majeures, Gutenberg, Laroue, le Moulin, mais bon, il n'y avait pas de croissance comme on la connaît maintenant. Alors qu'est-ce qui a changé? Pourquoi tout a changé entre 1900 et aujourd'hui? Une seule chose, une seule, disent les économistes. Encore une fois, pas l'innovation, pas le fait qu'on était plus intelligent tout d'un coup ou pas, l'énergie. La quantité d'énergie disponible. C'est-à-dire que pour faire quelque chose, là où avant il fallait soit payer des gens, soit des esclaves, soit de la force animale, mais il fallait ou de la force animale ou de la force humaine, payer ou pas payer, arrive l'énergie, et donc là, un énorme bond de productivité. Alors après, sur l'énergie, vous pouvez greffer des gadgets, mais le tournant de tout ça, c'est l'énergie. Donc on commence avec le charbon et on est avec le pétrole. Donc il y a quand même un trou, parce que bon, ça c'est la destruction, c'est la bêtise du bipède, donc il y a quelques trous qui sont dus aux guerres, hein, Première et Deuxième Guerre mondiale, mais donc on a une évolution de la productivité et donc de la vraie croissance, qui est phénoménale comparée à toute l'histoire et même la préhistoire précédente. Et puis là, pouf, depuis 1960-70, ça décline, ça baisse. Donc il n'y a pas de raison pour qu'on ait plus de croissance que de productivité, de gain de productivité en fait. Ça pourrait être... S'il y a plus de croissance que de gain de productivité, c'est qu'il y a de la croissance de la dette et ce n'est pas forcément de la bonne dette. Et en fait, pourquoi les économistes se sont penchés là-dessus? Parce qu'ils se sont rendus compte que, vous savez, Internet 2000, la bulle, on nous avait vendu que ça allait être un monde extraordinaire, fabuleux, bon. Et en fait, les gains de productivité d'Internet, non, bof, pas tellement. Donc, c'est le concept de stagnation séculaire qui commence quand même à enquiquiner sérieusement certains. Parce que si vous avez des dettes qui augmentent, mais que vous gagnez moins d'argent, il y a un petit problème. Et a priori, on n'est pas prêt de redresser la barre. Donc, en général, les gens le savent. Enfin, les gens, quelques fonctionnaires, etc., ils ne sont pas plus idiots que d'autres. Hein. Donc là, 16e rapport de Genève sur l'économie mondiale. Donc, il est désormais clair que les économies développées doivent s'attendre à une croissance lente, prolongée ou à une autre crise. Et là, on est... Alors là, ils ont écrit ça, je crois que c'était septembre, hein, donc là, ça se confirme bien. On est... La croissance, pouf, 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 elle cale, et donc il y a bien une autre crise qui se profile. Et là, je vous ai mis donc l'évolution des dettes en pourcentage du PIB hein, mondial, et vous voyez que depuis 2008, ça a augmenté. Donc toujours pareil, hein, plus de dettes, moins de vraie croissance, moins de croissance de l'activité économique rentable, c'est un problème. Donc on va attaquer le deuxième point. Pourquoi les politiques ont été inefficaces? Pourquoi les politiques ont été inefficaces? Voilà. Alors là, ça c'est très, très intéressant, c'est une citation de Keynes qui dit que les idées des économistes et des philosophes, qu'elles soient justes ou qu'elles soient fausses, sont plus puissantes que ce que l'on pense généralement. En fait, elles régissent le monde, et ceux qui se croient à l'abri de toute influence intellectuelle sont généralement les esclaves de quelques économistes défunts. Or, il était quand même sacrément fort, parce qu'en fait, aujourd'hui, on a l'impression que la plupart des cerveaux sont des esclaves de Keynes, qui est défunt. Alors, je voudrais rappeler à peu près ce que c'est que l'économie, qui n'est pas une science, parce qu'elle n'est pas prédictive. Donc, je ne sais pas comment on peut dire que c'est une matière. En fait, c'est de la politique, voilà. Alors, il y a les keynésiens.
Alors les keynésiens, ça, donc c'est tout ce que vous lisez, l'immense majorité de ce qui est produit, les bouquins et tout, sont d'obédience keynésienne. Donc chez les keynésiens, c'est simple, c'est la consommation crée la richesse. Plus je consomme, plus je deviens riche. C'est quand même vachement bien. Hein, ça donne, alors c'est ce que vous lisez dans les journaux, les politiques de l'offre, l'hélicoptère monnaie. C'est-à-dire, on donne de l'argent aux gens, on crée à partir de rien, comme ça ils vont pouvoir consommer, on va être plus riche. C'est fabuleux. Donc vous imaginez, c'était extraordinaire pour les politiciens. Vous ne pouvez pas trouver un système économique pour un politicien plus génial que celui-là. J'ai même un lecteur qui m'a écrit récemment, alors il m'a dit les gens n'ont pas besoin de travail, ils ont besoin d'argent. Waouh! Donc, non mais mine de rien, ça fait réfléchir. Alors, j'ai réfléchi, je me suis dit, tiens, ça va pas. Et puis je me suis dit, ah, mais si on remplace besoin par envie, ça colle. Les gens ont envie d'argent, mais ils n'ont pas envie de travail. Voilà. Et ça colle. Donc c'est keynésien. C'est pour vous dire comme ça imprègne. Bon. Alors ensuite, il y a les monétaristes. Alors les monétaristes, c'est des keynésiens encore plus compliqués. Alors chez les monétaristes, il y a un monsieur, banquier central, qui a un bouton taux, et lui seul, c'est la monnaie qu'il faut injecter dans l'économie. Ce mec, il est d'une puissance, je vais vous dire, je ne sais pas si Einstein y serait arrivé, mais lui, il y arrive. Alors là, vous avez Draghi, vous avez Ben Bernanke, vous avez là le fou du Japon. Donc, la quantité de monnaie, elle doit être contrôlée pour être en phase avec l'économie. Alors eux, ils savent tout, ils ont leur bouton, et ils vont contrôler la quantité de monnaie. Alors, les politiciens, bon... ils n'aiment pas trop parce que c'est restrictif. Alors les financiers, ils n'aiment pas du tout parce que les financiers, eux, ils vivent du crédit. Donc lui, il faut que le bouton soit au max. Hein. Bon, puis alors vous avez les Autrichiens. Alors là, je suis... Autrichien, pas Autrichien. Là, on est très, très, très minoritaire. Donc c'est la production utile qui crée la richesse. Et tout investissement doit être adossé à de l'épargne existante. Et en fait, on part du principe, alors ça c'est un gros mot, c'est horrible. En fait, c'est un principe libéral au sens véritable de la chose. C'est-à-dire que pour un libéral, un vrai libéral, un échange, c'est un échange que les deux parties acceptent. Ils sont convenablement éduqués, ils font top là, et c'est ça un échange. C'est pas un échange par la coercition, où on met un coup de poignard, on met un poignard sur la gorge de l'autre, etc. C'est l'échange librement consenti où chacun des deux parties trouve son affaire à faire l'échange. Donc, ça, c'est l'économie autrichienne. Inutile de vous dire qu'on n'en parle pas trop dans les journaux. C'est haï des financiers et des politiciens. Parce que pour les politiciens, ça veut dire que le contrat entre deux personnes, à la limite, vaut loi, hein, à partir du moment où il n'enfreint pas les droits de l'homme et les grands principes et les droits naturels. Bon, voilà. Et puis alors, il n'y a plus à contrôler la monnaie et tout, ça se débrouille, les gens se débrouillent. Donc, on a appliqué des politiques keynésiennes ou monétaristes, hein, c'est des variantes, il y a un habillage ou l'autre, mais voilà, et elles ont été inefficaces. Alors pour résumer, donc, le capitalisme, on a de l'épargne, il se transforme en capital, le capital, il se transforme en investissement, donc déjà, un investissement égale consommation différée, donc on n'est déjà plus du tout dans le trip keynésien. Si l'investissement est bon, on a une création de richesse. Si l'investissement est mauvais, l'épargne est détruite. Alors, ce n'est pas très grave, parce que c'est l'argent du passé qu'on a détruit. Bon, c'est vrai, on a détruit, on s'est gouré, c'est normal, hein, on avance en faisant des erreurs, mais ce n'est pas trop grave, parce que, encore une fois, c'est le passé, ce n'est pas le futur qu'on a détruit. Alors que dans l'autre, l'économie de la dette, là où on échange quelque chose contre rien, ou une reconnaissance de dette fumeuse, on a des dépôts
sur les dépôts, alors que vous allez déposer votre épargne en banque, donc vous allez déposer 100, et puis la banque commerciale elle va consigner 1 à la banque centrale, et puis elle va pouvoir faire 99 de prêts qui vont se transformer en capital. Et puis, avec 1 euro de fonds propres aussi, pareil, votre banque commerciale, elle peut créer 30% de capital, entre guillemets. Ce capital, entre guillemets, ça n'a rien à voir avec le capital adossé à l'épargne, il va devenir de l'investissement ou de la consommation. En fait, on s'en fout, parce que de toute façon, c'est de l'argent qui n'existe pas, donc bon, c'est pas grave. Si c'est un bon investissement, il sera remboursé. Si c'est un mauvais investissement, il devient de la dette sans valeur. Et là, problème, parce que c'est l'argent du futur que vous avez détruit. Ce n'est pas le passé, c'est le futur que vous êtes en train de saccager. Donc évidemment, ça ne fait pas l'affaire des politiciens. Donc, quand même, dans un système capitaliste, en général, les gens, quand ils font des erreurs, ils arrivent à bout d'argent. Voilà. La faillite, c'est la sanction, il n'y a plus d'argent, hop, on arrête. Dans ces systèmes-là, vous n'arrivez jamais à court d'argent, puisque de toute façon, on le crée. Donc, ça peut durer un certain temps. Alors, ça, c'est une... Zola aussi, il était bien, il avait déjà compris. Donc, l'idée de génie, c'est de prendre dans la poche des gens l'argent qui n'y est pas encore. Voilà. Ça, c'était... Bon, donc, aujourd'hui, on a des pays lourdement débiteurs, Europe, USA, Japon. On a des pays fortement créditeurs, Chine, pays émergent, pays exportateurs de pétrole. Donc, eux, ils ont des réserves de change. Nous, on a de la dette. Ils ont un peu aussi de dette. Alors oui, vous avez aussi beaucoup de gens qui disent « Oh, c'est pas grave, chacun déchire ses dettes et tout ira mieux ». Ça ne marche pas tout à fait comme ça. On le verra. Donc, aujourd'hui, en fait, il y a 4 000 milliards de dollars de réserves de change, rien que pour la Chine. Et puis, les USA qui vont si bien que ça, ils doivent trouver quand même 8 000 milliards de dollars par an, et puis la dette mondiale totale, elle est de 100 000 milliards de dollars. Donc là, ça sent quand même sacrément mauvais, et ça sent la crise monétaire mondiale, parce que, alors aussi, les réserves de change, donc c'est de la dette souveraine. Un banquier central, il n'a pas des liasses de billets, il a la promesse de payer des autres. Donc, alors qu'est-ce qu'on a fait pour dire « Oh non, on n'est pas en faillite, Non. On va créer de l'argent. Ça, alors les monétaristes, là, ils sont gentils, ils vont la fermer, et puis on va créer de l'argent. Alors on ne peut pas dire créer de l'argent, ça ne se faisait pas. Alors on a appelé ça TARP, TALF, Quantitative Easing, Twist, Euro, c'était long terme, je ne sais plus quoi, enfin c'est des prêts à long terme aux banques, outright monetary transaction, etc., etc. Et puis donc, en fait, on noie tout le monde sous les liquidités. On pense que, alors toujours pareil, on pense que la monnaie fait la richesse. Non, c'est l'échange toujours qui fait la richesse. Il faut avoir quelque chose à échanger. Donc on n'est toujours pas plus riche, on a toujours plus de monnaie. Alors le principe, voilà, c'est on vous explique que ça doit fonctionner comme en haut, ça tout le monde comprend. Et puis en fait, ça se passe comme en bas. Donc ce qu'il y a, c'est qu'on a des actions, des obligations qui valent très 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 cher, puisqu'il y a de plus en plus d'argent. Rien ne part dans l'économie réelle, où on s'échange des vrais trucs. Donc c'est de plus en plus dangereux. Et en fait, on a basculé dans un truc que j'appelle maintenant le nini infini. C'est-à-dire que les gens pensent qu'il n'y aura ni inflation, parce que de toute façon, le système ne le supporte pas. S'il y a de l'inflation, le système est mort. Il n'y a ni déflation, parce que le système ne le supporte pas. Il est mort s'il y a de la déflation. Et tout ça, ça va durer très longtemps. Bon. C'est possible, d'ailleurs. Moi, j'y croyais pas, je me suis lourdement trompé. C'est possible que ça dure très longtemps. Vous regardez le communisme, ça a duré quand même très longtemps. C'est des trucs absurdes durent très longtemps. L'important, c'est que les gens y croient, en fait. On est dans le domaine de la foi. Le keynésianisme, ça a remplacé la religion.
Ça, mais je ne vais pas empiéter, c'est effectivement l'effet de levier des banques. Donc on s'aperçoit que, c'est pour vous dire, hein, on est à peu près au niveau de 30. Bon, ça va plutôt un peu mieux aux États-Unis, mais enfin, de toute façon, on est quand même très, très instable. Ça, c'est celle des banques européennes. Alors, c'est l'European Banking Authority, donc. Vous apercevez que, bon, ça a dégorgé, mais enfin, pas vraiment, vraiment. Disons qu'on est toujours en zone ultra dangereuse. Encore une fois, le marché interbancaire est gelé, donc ça prouve bien que ça se passe mal. Donc ça, c'est à peu près la comparaison entre l'évolution de l'effet de levier des banques américaines en gris et européennes en vert. Donc toujours plus d'effet de levier en Europe, là où il y a le moins de croissance. Donc c'est quand même là où c'est le plus dangereux, hein. Donc voilà, alors on a imprimé en dollars plus de 2000 milliards de dollars, dans la zone euro plus de 1700 milliards d'euros. C'est énorme, hein, quand même, c'est bon, pas tout à fait le PIB de la France, mais presque. Et puis donc, comme je disais, on va vers une crise monétaire mondiale. Alors l'euro, c'est une pièce du puzzle, hein. Si l'euro éclate, effectivement, tout le monde coule. Le fait qu'il y ait des manipulations monétaires au Japon, etc., fait aussi mal à l'euro. Donc, la question est, quelle monnaie demain? Parce qu'on sait que tout ça peut nous sauter à la figure du jour au lendemain, mais aussi peut durer très longtemps. Et donc, vers quoi on s'oriente? Parce qu'en fait, c'est ça qui est important pour nous. C'est comment je vais m'organiser avec tout ça, comment je vais vivre avec tout ça. Toc. Donc, si je récapitule, aujourd'hui, on est toujours dans la politique où j'échange quelque chose contre rien. Donc, les États-Unis et l'Europe exportent de la dette et ils importent des biens et des services qu'on consomme, hein, qu'on brûle, on ne peut pas les rendre. Les réserves de change donc des pays fournisseurs, ce sont des stocks de dette. Et le paiement des intérêts et du principal est garanti par la capacité et le désir des contribuables de payer. Cette capacité est énorme d'ailleurs, parce qu'en France, on peut dire quand même que... Voilà. Et il faut que j'accélère. Et le dollar, contrairement à l'euro, est la devise dans laquelle se négocient toutes les matières premières. Donc, il y a trop de dettes, il n'y a pas assez de croissance, les contribuables deviennent mous du genou, hein, c'est-à-dire les recettes fiscales quand même des pays baissent. Et la Chine, elle aimerait bien lâcher le dollar en douce, mais que ça ne se voit pas trop parce qu'elle en a beaucoup. Voilà, alors bon, ça vous savez, parce que vous nous lisez régulièrement, hein, petit à petit, sournoisement, la Chine accumule de l'or. Alors il y a ce qu'ils ont avoué avoir, ensuite ils ont dit il n'y a plus aucun or qui sort du pays. Par contre, ils en importent, ils signent des contrats à terme, ils en importent depuis Hong Kong, ils signent des contrats à terme avec des producteurs ailleurs dans le monde. Et donc on subodore qu'ils ont à peu près plus de 7000 tonnes d'or. L'idée étant de dire, de forcer un peu la main, et puis de dire, écoutez, le dollar, monnaie de négociation internationale, ça suffit, et nous, finalement, on est aussi bien que le dollar, alors si on commençait à nous vendre du pétrole en yuan, ce serait pas mal. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire, c'est très important, parce que je suis désolé, je déborde un peu, mais on lit tellement de bêtises dans les journaux que, ah oui, ce pays exporte trop, ou il faut baisser la monnaie parce on va pouvoir exporter, c'est génial. Attendez, pourquoi on exporte? On exporte pour payer ses importations. Donc si vous baissez la monnaie, ça n'a aucun sens. Vous allez exporter, bon, on va vous payer, mais après, il va falloir acheter vos importations avec de la monnaie faible. Enfin, c'est idiot. On est toujours dans ces espèces de fumerolles keynésiennes ou monétaristes. Vous exportez pour pouvoir importer. Pourquoi l'Allemagne exporte plus que ce qu'elle importe? Pas du tout parce que les mecs, ils sont dans une logique, ils veulent être assis sur des tas d'or et tout. Non, pas du tout, parce que c'est un pays de vieux. Donc eux, ils sont en train d'accumuler. C'est normal. Et puis vous consommez moins quand vous êtes dans un pays qui vieillit. Comme le Japon. Le Japon, à un moment, il était exportateur chronique.
Parce que c'est un pays de vieux, c'est normal. C'est démographiquement normal. Parce qu'ils ont besoin d'avoir des économies pour leurs vieux jours. Donc c'est tout. C'est pas parce qu'ils sont complètement fous, qu'ils veulent se serrer la ceinture et qu'ils adorent ne pas se payer. Récemment, il y a Greenspan qui est monté au créneau et qui a dit si la Chine convertissait seulement une petite partie de ses 4 000 milliards de réserves de change en or, la monnaie chinoise pourrait prendre une importance surprenante dans le système financier international. Donc ça, ce serait horrible parce que vous avez compris que comme les exportations, les importations, tout ça, ça se négocie en dollars, ça permet d'avoir des petites poches de dollars de réserves monétaires un peu partout dans le monde, et que si jamais c'est plus le dollar, c'est la cata pour les États-Unis. Voilà. Alors, quelle monnaie demain? Bon, il faudrait une monnaie qui soit un instrument comptable, qui soit un instrument d'échange, et qui soit une réserve de valeur dans le temps. Alors ça, c'est Aristote contre Platon. Quand je vous disais qu'autrefois, quand ils n'avaient pas de croissance, ils étaient quand même pas plus tartes que nous. Platon, lui, était keynésien avant l'heure. Aristote, pas du tout. Platon, il pensait que la monnaie pouvait être raccordée à rien. Aristote disait, bof, c'est pas prudent. Vaut mieux que ce soit raccordé à quelque chose. Et puis, chez les économistes autrichiens, c'était Hayek contre Keynes, c'est-à-dire que l'échange est... on échange une marchandise contre une marchandise, l'or, l'argent, n'importe quoi, mais c'est une marchandise. Donc, aujourd'hui, on a une pyramide totalement instable avec les produits dérivés, les matières premières non monétaires, les obligations, les verts et bleus, le papier-monnaie et l'or. Le papier-monnaie ou la dette d'État jugée solvable parce que les contribuables ne seraient pas mous du genou. Alors en haut, là c'est la même vue mais renversée. Donc on a 31 500 tonnes d'or, soit 1 700 milliards de dollars, que vous raccordez à 700 000 milliards de produits dérivés. Donc ça peut quand même chauffer. Voilà. Il faut savoir qu'un statut de monnaie de réserve n'est jamais éternel. À chaque fois, c'est... La taille de la monnaie, oh là là, Yannick au fond de la salle, il va hurler. La taille de la monnaie n'a rien à voir avec la vraie monnaie, c'est juste le diamètre, c'est la durée de la monnaie. Et il piaffe en plus. Bon, alors, fin du dollar ou survie de l'euro, ça c'est très 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 difficile à savoir. Survie de l'euro, ça va être très dur. Ça va être très dur parce que les déséquilibres dans la zone euro, pour le moment, on ne les voit pas, les taux convergent, tout le monde est noyé sous la fausse monnaie, mais les intérêts divergent de plus en plus, avec d'un côté l'Allemagne très isolée, pays qui dit il faut être normal, quoi. C'est-à-dire qu'on échange quelque chose contre quelque chose. Et puis les autres qui disent mais pas du tout, nous on veut continuer à vivre au-dessus de nos moyens. L'euthanasie du rentier, alors en fait, il y échappe pour le moment, puisqu'il est impossible de créer de l'inflation. Bon. Mais comme le système ne supporte aucune déflation, eh bien, il y a un problème pour les autorités. Donc ça va devenir le nôtre. L'euthanasie du rentier, puisque l'inflation n'était pas possible, on va créer des taux d'intérêt négatifs pour faire durer le système. C'est évident, parce qu'il faut faire durer le système. Donc ça a commencé en Espagne, en Allemagne, la taxe Lagarde va nous tomber un jour dessus. Alors ça aussi, c'est très important, c'est la dématérialisation totale de la monnaie, parce que comme ça, la taxe, il n'y a aucun problème pour l'encaisser. Alors que si les gens ont des choses dans la poche, c'est pas possible. Là, il faut un fonctionnaire qui rentre dans chaque foyer, c'est quand même pas possible. Et puis en plus, ça permet de bien enfermer les gens. Alors, dématérialisation totale de la monnaie, il y a de plus en plus d'articles de grands penseurs keynésiens dans ce sens. Donc l'euthanasie du rentier, on a vu que voilà. Alors le crime contre la postérité, ça c'est très important aussi. Donc ça, c'est un économiste américain. Donc, les systèmes de retraite s'effondreront. Alors, tout ça, c'est de la dette qui n'est même pas enregistrée nulle part. C'est les promesses de payer des gouvernements. C'est 12 fois, en moyenne, dans les pays développés à systèmes sociaux, les promesses de payer des gouvernements vis-à-vis de leurs retraités ou de soigner, les vieux, c'est 12 fois le PIB. Donc, c'est énorme. Donc, ça va s'effondrer aussi.
Ça, c'est une citation d'Emmanuel Todd que j'aime bien parce que lui, il a vu le vrai problème. Il dit c'est comme si on avait eu, les politiques n'ont pas du tout réalisé ça. Quand les systèmes des retraites a été voté, l'espérance de vie était de 44 ans. Voilà. Donc là, on a tout dit. On n'y touche pas parce que c'est le modèle social français, c'est génial et tout. On n'y touche surtout pas. Le seul problème, c'est que l'espérance de vie a augmenté de façon fulgurante dans les années 60 à cause des antibiotiques, etc. Et que c'est donc... l'expression d'Emmanuel Todd est parfaitement vraie. C'est comme si on avait eu une immigration sauvage de vieux, quoi. Vous voyez ce que ça fait sur le plan choc démographique. Alors, les vieux ont le pouvoir. Ça, c'est le charme des démocraties. Hein. Bon, donc voilà, ça je l'ai déjà dit. Donc les jeunes sont minoritaires, les vieux sont majoritaires. Ça, c'est un fait sans précédent historique aussi. Hein, conséquence de la démographie. Voilà. Donc je pense qu'on aura les deux. Hein, c'est-à-dire qu'on est en train de commettre un crime contre la postérité en voulant forcer les jeunes à endosser de la dette. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui partent à l'étranger, ils ont raison. Et puis on va avoir l'euthanasie des rentiers, pas par l'inflation, mais probablement par la taxe Lagarde. Ça va probablement commencer dans la zone euro, qui est plus mal que la zone dollar. Voilà. Et puis, c'est normal. Hein, c'est comme tous les systèmes idiots. Ça va se terminer dans l'oppression. Voilà. Alors maintenant, vous allez avoir une après-midi brillante hein, avec mes successeurs. Voilà, vous pouvez applaudir Simone. Donc on va prendre une seule question pour rester dans le timing. Et ensuite, Simone sera disponible pendant 30 minutes à son stand avec ses livres. Donc vous aurez le loisir de lui poser les questions. Alors une seule question, il ne faudra pas se tromper. Le premier à lever la main, c'est ici. Est-ce que vous pourriez nous dire en 2 mots la situation sur la criminalisation des gens qui ont de l'argent ? C'est-à-dire qu'on applique à ceux qui ont de l'argent les méthodes qui étaient jusque-là réservées aux gangs criminels, et même lorsqu'ils ne tentent pas d'échapper, mais qu'ils ont la simple intention d'échapper au fisc, eh bien on se trouve dans cette catastrophe-là. Oui, non, mais il y a un concept, en fait c'est vrai, il y a un concept, d'ailleurs vous le voyez dans la loi française, hein, c'est qu'aujourd'hui, celui qui veut échapper à Big Brother, qui dit « mais non, mais moi je veux des billets, je suis contre la dématérialisation de la monnaie », c'est pas un criminel, c'est un terroriste. Hein, voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est dans la case terroriste. Quand vous voyez la cellule Tracfin et tout, et le parcours judiciaire de celui qui est soupçonné de vouloir échapper à l'impôt, juste soupçonné, hein, vous êtes casé avec la même boîte que le terroriste. Même au-delà du grand banditisme. C'est normal. Vous êtes rassuré ? Il faut bien que le système survive. Voilà. Pour applaudir Simone pour cette belle prestation.